Je vais passer la parole maintenant à monsieur Alain Trébu, qui est le directeur général du concours médical, revue mensuelle, qui a fait de l'organisation des soins primaires le cœur de sa politique éditoriale et qui va animer la table ronde suivante. Merci, ça marche. Merci Jean-François. Et puis merci à Pascal de m'avoir proposé effectivement d'animer cette matinée. Alors juste pour dire que le concours médical est vraiment ravi de pouvoir s'associer à la fédération. On relaiera toujours les travaux de la fédération. Et vous savez que le concours médical a été créé en 1879, justement sur cette notion du travailler ensemble. Concourir, ce n'était pas l'idée d'un concours ou d'un examen particulier, mais effectivement de sortir les professionnels de santé de leur isolement. On n'était pas encore dans l'exercice coordonné. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la politique éditoriale aussi du concours médical qui est à vos côtés. Alors, puisque ce matin, je suis essentiellement le timekeeper de la matinée, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais inviter donc Julien Mourdès et Céline Fournier de l'IRDES à venir vous faire une présentation. Bonjour, je crois que vous allez directement au pupitre. Alors, on a un petit quart d'heure de retard. Voilà. Donc, on va essayer de concentrer un tout petit peu. Là, ça va être dur pour vous, hein, concentrer un tout petit peu. Alors, 1, ne comptez pas sur nous pour faire le pas de danse. 2, disclosure, je ne suis absolument pas le directeur de l'IRDES, comme l'a cru suggérer cette vidéo obscure. Je suis directeur de recherche à l'IRDES et Cécile Fournier est aussi chercheuse à l'IRDES. Voilà, on va vous faire une présentation à 2 voix, dès que j'aurai activé. Alors normalement, c'est censé être activé de votre côté, donc j'imagine que ça doit être envoyé. Voilà. Donc la commande était 10 ans déjà, donc on a reformulé autour de 3 questions parce que c'est compliqué pour nous, hein. On est des chercheurs, on travaille dans un institut de recherche qui est l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, donc on a reformulé autour de 3 questions, hein. Où en êtes-vous, où en sommes-nous et où allons-nous, sachant que notre propos vise à faire un état des lieux du contexte des enjeux et de la recherche et sur la valeur ajoutée des maisons de santé, tel que nous on peut le percevoir et au travers des travaux qu'on suit ou des travaux qu'on conduit nous-mêmes au sein de l'IRDES et avec les membres de l'équipe. Donc je vais aller très vite du macroscopique au microscopique. Un point important par rapport à la situation française, c'est 4 éléments principaux de contexte qui sont la place particulière des soins ambulatoires relativement aux soins hospitaliers en termes d'investissement et de dépenses de fonctionnement, une forme historique de déséquilibre entre l'effort qui a été porté sur la régulation de la demande par rapport à la régulation de l'offre et au final de tout se dérouler, des marges de manœuvre qui sont assez importantes en France, identifiées de longue date, notamment en direction de l'organisation des soins ambulatoires et plus spécifiquement des soins de premier recours. Et en la matière, il y a notamment 2 enjeux qui se dégagent, des enjeux en termes d'accès aux soins qui ont été évoqués précédemment, qui portent à la fois la question de l'implantation et de la localisation des professionnels, mais aussi, j'y tiens en tant qu'économiste, la question de la productivité, puisque c'est une chose que les professionnels soient installés à certains endroits, et c'est autre chose de savoir quels sont les services qui sont rendus, à la fois en termes de qualité et en termes de quantité et de productivité, au regard du temps consacré aux soins, comme ça a été évoqué. Et les maisons de santé ont à faire valoir, de ce point de vue, un certain nombre de valeurs ajoutées au regard de leur organisation. Et aussi, évidemment, au regard de la nature de notre modèle, puisque toutes les évolutions questionnent aussi la façon dont a été conçu le conventionnement, les frontières professionnelles et pluriprofessionnelles, les mécanismes de rémunération et autres. On a des évolutions qui sont très importantes maintenant depuis le milieu des années 90 et accélérées depuis les années 2000, que vous connaissez tous, avec 2 éléments qui vous concernent plus particulièrement autour de l'émergence et du renforcement d'une politique sur l'intégration pluriprofessionnelle en maison de santé, mais aussi dans d'autres types de structures comme les centres, et évidemment la question de la coordination territoriale. Tout ça est bien documenté, on est maintenant sur une longue période. Alors, la question qui se pose avec ce graphique absolument obscur, c'est que dans tout ça, on attend l'émergence de quelque chose qui permettrait peut-être de soutenir maintenant
d'autres mécanismes d'action. On parle d'article 51, on parle de CPTS, on parle de coordination territoriale, de plateforme d'appui, etc. Et il est vrai que la France se distingue par rapport à certains autres pays sur le fait qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, on va dire, d'organisation tiers entre le payeur-financeur, l'assurance maladie, l'État, les assurances complémentaires, et les organisations de soins au niveau micro. Et donc la question, et les fédérations et toutes ces organisations et ces plateformes d'appui jouent quelque part ce rôle de tiers et d'intermédiaire. Donc la question, c'est quelle forme tout cela va prendre et comment ces formes intermédiaires entre les financeurs et les professionnels qui délivrent les soins vont s'organiser pour développer des innovations, et notamment des innovations contractuelles. Alors, le chiffre qui a été annoncé tout à l'heure, c'était 990, je crois, autour. Donc, le dernier accès qu'on a fait à la base de données de la GOS sur l'Observatoire des recompositions au 1er janvier 2008 nous signifiait 964. Alors, excusez-nous pour avoir croqué ces 30 structures. Vous voyez sur cette courbe en rouge le nombre total de MSP, la courbe en bleu les nouvelles. Donc, se pose toujours la question dans le cadre des innovations de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe sur une étape de maturité de palier ou est-ce qu'il va y avoir un deuxième souffle, qu'il soit accompagné par les politiques publiques ou de la part des professionnels eux-mêmes et bien évidemment de la rencontre entre ces deux grands acteurs. Vous avez ici une représentation territoriale de la localisation géographique de ces 964 structures, avec 406 structures qui sont sous contrat avec l'assurance maladie autour de l'ACI, matérialisées représentées avec une typologie des territoires réalisée par Guillaume Chevillard, géographe et chercheur à l'IRDES, qui permet de classer les territoires sur 6 grandes catégories en fonction des équilibres, pour faire simple, d'offres, de demandes et d'attractivité du territoire. Et vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a 2 types de territoires sur lesquels les maisons de santé sont principalement localisées, des espaces périurbains avec historiquement une offre moins favorable que la situation médiane ou moyenne, et des marges rurales qui sont dans des dynamiques démographiques en termes sanitaires défavorables. Donc on a ici, en termes de localisation et d'implantation, un double concours sur 2 types de territoires, périurbains ou territoire zone rurale, qui est très spécifique et très particulier et très significatif, et on verra un peu plus tard qu'il y a des impacts notables sur l'évolution de la densité médicale dans ces territoires, pour partie probablement liés à ces localisations de structures. Excusez-moi. On a des enjeux aujourd'hui pour les fédérations, pour les équipes, pour les chercheurs que nous sommes, autour des engagements qui ont été pris, annoncés, des nouvelles impulsions de politique publique, autour de l'article 51, autour du plan d'accès aux soins, autour des pratiques avancées infirmières, qui, de notre point de vue, poussent à réfléchir sur d'autres enjeux à la fois pour les fédérations et les organisations tiers et pour les chercheurs en termes d'accompagnement, en termes de labellisation, entre guillemets, avec un point d'interrogation, qui l'apporte, comment est-ce qu'elle est faite, sur quoi ça se matérialise, en termes d'intermédiation entre les financeurs et les structures, en termes de modèles derrière, de mécanismes, est-ce qu'on s'oriente plutôt sur des modèles orientés sur des patientèles ou sur des populations inscrites sur des territoires, et en termes de mécanismes économiques, d'allocation des ressources qu'il y a derrière, et d'intégration de quel niveau et quel secteur. Est-ce qu'on reste sur du financement de structures intégrées au niveau horizontal, ou est-ce qu'on développe des mécanismes de rémunération et des mécanismes de financement qui intègrent différents secteurs de soins, notamment, par exemple, entre la ville et l'hôpital, comme ça a été évoqué. Mais tout ça, ça s'accompagne à la fois de mécanismes de soutien et d'appui, mais aussi probablement d'autres mécanismes et d'autres leviers à mobiliser. Alors on les a listés ici, qui posent question sur la labellisation des offreurs, sur la production et la gestion de données nouvelles, notamment appariant des données cliniques à des données de remboursement, sur l'analyse des risques, pourquoi pas, qui pourrait être portée par des organisations intermédiaires et pas uniquement par des organismes financeurs, et évidemment, ce que vous connaissez bien, sur le management au sein des structures, comme on l'a vu, les questions du travail en équipe, des démarches qualité, de la coordination et plus généralement de la recherche de la performance, mais aussi sur les mécanismes d'allocation des ressources au sein de ces structures liées à ces nouveaux modes de financement. Alors, en cadrage théorique, tout ça, ça s'inscrit, parce qu'on est là pour parler de recherche, autour
à l'IRDES autour de 3 disciplines principales qui sont mobilisées, hein, au-delà du partenariat avec les professionnels et le monde de la médecine, autour de l'économie, de la géographie et de la sociologie. Et ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que cette question de l'intégration des soins, qu'elle soit horizontale ou verticale, pose beaucoup de questions académiques qui sont extrêmement intéressantes, et ça permet de mobiliser aussi des matériaux qui permettent de travailler plus généralement, tout simplement, sur la valeur ajoutée de ces modalités d'organisation, d'un point de vue de l'impact sur la densité médicale, du point de vue de l'impact sur les parcours de soins et sur la productivité, du point de vue de l'impact sur les cultures professionnelles et le travail en commun. Donc, à l'IRDES, on a développé un ensemble de travaux précédemment, notamment autour de la politique contractuelle qui était les ENMR. Et aujourd'hui, on relance toute une campagne d'évaluation dans le cadre des accords qui sont signés entre l'assurance maladie et les maisons de santé dans le cadre de l'ACI. Donc on avait pu montrer sur la politique des ENMR et des travaux qu'on avait fait autour qu'il y avait à la fois la construction évidente d'un travail en équipe qui reposait sur différents types de leviers auxquels participaient les forfaits, mais les forfaits n'épuisaient pas évidemment tous les leviers qui étaient mobilisés, le projet de santé, projet architectural, projet au sein des équipes, etc. Une très forte, malgré tout, hétérogénéité des contextes locaux en fonction des inscriptions territoriales et aussi des modes d'organisation. Une enquête avait permis de montrer qu'il y avait à minima 3 archétypes de maisons de santé qui se dégageaient. Donc il y a une hétérogénéité qui est tout à fait normale, qui mérite d'être décrite, documentée pour savoir ce qu'elle apporte. Est-ce qu'on est sur des différences de maturité ou est-ce que ce sont des choix de modèles organisationnels différents ? Une localisation des structures qui permettait dans certaines zones d'amoindrir la dégradation, voire d'améliorer l'évolution de la densité médicale. Et puis, comme je le disais, sur des sujets de qualité des soins et services rendus, ou c'est des sujets de productivité relativement au temps médical consacré, on avait vu notamment 2 valeurs ajoutées très nettes par rapport à l'exercice standard, qu'il soit isolé ou monodisciplinaire, avec une plus grande capacité pour le même nombre d'heures de soins de suivre plus de patients ou de délivrer plus d'actes, et une qualité des soins et services sur une batterie d'indicateurs qui était systématiquement supérieure, sinon équivalente pour quelques cas. Donc on relance une campagne dont on va vous parler avec Cécile, d'évaluation, avec toute l'équipe au sein de l'IRDES. L'objectif, les 6 objectifs principaux, c'est de dépasser les limites des évaluations précédentes, c'est-à-dire à la fois d'avoir une plus grande permanence et reproductibilité des effets, puisqu'on est sur un échantillon de structures mobilisées et de professionnels qui est bien plus importante, on est sur une temporalité beaucoup plus longue, et on vise aussi à couvrir des dimensions qui vont au-delà de celles qui ont été couvertes, notamment sur la satisfaction et l'expérience des patients, notamment aussi sur d'autres indicateurs de qualité et de parcours de soins, et notamment entre la ville et l'hôpital. Toujours avec une logique de maîtriser l'environnement géographique d'implantation des structures, toujours avec une logique de décrire finement les organisations et les modes de fonctionnement, dont vous savez aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas être décrits avec les bases de données administratives existantes ou celles de la DGOS, et qui nécessitent des enquêtes spécifiques. Donc on vous mobilisera avec d'autres partenaires académiques, avec la fédération, pour nous aider et vous aider à documenter ce que vous faites, comment vous organisez, comment vous fonctionnez, pour comprendre ce que cela produit. Et puis, on travaillera ensuite sur les impacts spécifiques du contrat et des modes d'organisation sur à la fois des indicateurs de processus et résultats. On a eu des bonnes nouvelles la semaine dernière de l'assurance maladie sur la constitution du jeu de données. Donc, on va pouvoir travailler dès cette année sur la période 2013-2016 et dès l'été prochain ajouter l'information sur les données 2017, sachant qu'au final, le programme nous engage jusqu'en 2021. Donc, on a tout un cycle de travail sur la valeur ajoutée des maisons de santé, sur toute une série de dimensions mobilisant différentes disciplines et différentes démarches, à la fois dites qualitatives et dites quantitatives. Aussi, à l'IRDES, on travaille sur d'autres sujets qui ne sont pas centrés sur les maisons de santé, mais qui intéressent particulièrement les maisons de santé et les fédérations, que ce soit sur PAERPA, sur APECO, sur Azalée, sur la télésurveillance et autres dispositifs qui sont évidemment mobilisés aussi dans certaines maisons et qui intéressent plus particulièrement les fédérations et les maisons de santé.
Donc voilà pour le calendrier. 2018, on se concentre sur les approches géographiques, les approches qualitatives dont vous parlez Cécile, et sur les premières analyses de données à partir des données du SNDS sur la période 2013-2016, plus une enquête satisfaction auprès des patients pour recueillir leur expérience et leur perception des soins et services rendus dans les maisons de santé comparativement à d'autres types de structures, et aussi sur les pratiques des professionnels. Je passe la parole très vite à Cécile après cette dernière slide. Il a été évoqué la question de la densité. Vous avez ici les premiers résultats de travail sur l'impact de la localisation de maisons de santé dans 2 types de territoires. En haut à droite, sur des territoires périurbains, sur le premier type de territoire sur lequel il y a une implantation majeure des maisons de santé. Vous avez 2 courbes. La courbe de rouge, c'est des territoires équivalents dans lesquels, c'est des territoires dans lesquels il y a une localisation de 1 ou plusieurs maisons de santé. Dans la courbe bleue, c'est les territoires qui sont équivalents de ceux de la courbe rouge, mais dans lesquels il n'y a pas de maison de santé. Et vous voyez que sur longue période, la dynamique s'inverse en termes de densité médicale et que probablement il y a un lien assez fort avec la localisation de ces structures sur l'inversement de la tendance pour des territoires qui sont historiquement moins favorablement dotés que la moyenne, puisque vous voyez qu'on est sur des densités médicales autour de 72 médecins généralistes dans ce cas. Et la deuxième courbe, c'est pour les marges rurales, où là, on attend d'avoir beaucoup plus de recul. Il commence à y avoir une inflexion des courbes, mais qui n'est pas pour l'instant très nette et qui mérite d'être continuée à documenter, solidifiée, pour voir s'il y a un vrai inversement de tendance ou si on est sur, quelque part, un choc qui est plus amorti lorsqu'il y a une localisation de maisons de santé, comparativement aux territoires qui n'en ont pas. Voilà, je passe la parole à Cécile. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais, moi, faire comme l'a suggéré Jean-François Confucius, essayer de percer la nature des changements en cours. Alors, en vous montrant où on en est aujourd'hui dans la recherche sociologique, les méthodes qualitatives qu'on emploie, qui visent au niveau local, dans différents types de maisons de santé et d'environnements en mouvement, à comprendre les dynamiques d'engagement des professionnels dans l'exercice regroupé et ce qu'elles produisent. Et un deuxième niveau, au niveau régional ou au niveau un peu plus infra des territoires, repérer les acteurs et les ressources disponibles et comprendre les dynamiques de soutien à l'exercice regroupé. Donc, pour cela, on a interrogé en région, donc de manière approfondie dans 3 régions, les acteurs que je vais vous présenter ici. Dans toutes les autres régions, on a interrogé les responsables des fédérations régionales. Et puis, on a commencé des terrains approfondis dans 4 maisons de santé que l'on avait déjà visitées en 2014. Donc, on avait 4 ans de recul, ce qui nous permettait de voir un peu ce qu'elles avaient vécu. Donc, vous avez des groupes d'acteurs, en fait, les 3 grands groupes d'acteurs. Enfin, même plus que 3, on va dire au centre, on a figuré les maisons de santé, les équipes de soins primaires, des professionnels qui ne sont pas regroupés, l'hôpital, les acteurs du médico-social. À gauche, en haut, vous avez les représentants des professionnels, à la fois au sein des ex-URML qui sont devenus les URPS avec leur représentation nationale. Vous avez la représentation dans les fédérations régionales et nationales des maisons de santé. Et puis, toute une série d'acteurs qui ont soutenu le mouvement, qui sont en vert là, parce qu'on a figuré en vert ceux qui se sont engagés dans une première, dans le soutien à l'exercice regroupé avant les nouveaux modes de rémunération. En fait, ce schéma, il vise un peu à vous présenter ces acteurs, mais aussi à vous montrer qu'ils sont entrés dans la dynamique régionale à des temps différents. Donc, avant les ENMR, on avait effectivement autour des professionnels qui commençaient à s'engager et qui étaient soutenus par les pouvoirs publics, les URML, les fédérations, quelques fédérations qui commençaient à se créer, le conseil régional, des mutuelles, des élus locaux, et puis des consultants qui intervenaient pour accompagner le processus. À partir du moment où les expérimentations de nouveaux modes de rémunération ont été mises en place, ça signe en fait l'engagement de l'État dans la structuration des soins primaires et là, l'arrivée des agences régionales de santé avec leurs délégations territoriales et le soutien de la direction de la sécurité sociale dans la structuration des soins primaires. Et puis, dans un troisième temps, avec le règlement arbitral et l'accord conventionnel interprofessionnel, l'engagement de l'assurance maladie, avec là l'engagement des caisses primaires d'assurance maladie, l'animation des directions des CGDR, et puis l'assurance maladie, bien sûr, en soutien. Donc, ce qu'on voulait vous montrer, c'était que finalement, à chaque fois qu'un nouvel acteur entre dans le jeu, il y a une reconfiguration, en fait, des relations entre eux.
et des rôles dont s'empare chacun, qui sont négociés. Et finalement, dans chaque région, il va y avoir des histoires et des configurations différentes qui vont être liées à la fois aux caractères sociaux, démographiques du territoire, mais aussi au poids relatif que l'ARS va accorder à l'exercice regroupé pluriprofessionnel par rapport à d'autres modes de regroupement et par rapport à l'hôpital. Également par rapport à la position stratégique de la fédération régionale sur les maisons de santé, sur d'autres formes de recrutement, les dynamiques professionnelles, les dynamiques syndicales aussi, et institutionnelles qui sont différentes et donc qui vont se rejouer à chaque fois au niveau des territoires. Sachant qu'en plus, il y a une complexité qui est introduite par la fusion des régions qui voit parfois deux politiques différentes commencer à converger. Donc pour vous donner un petit peu 3 exemples de ce que ça peut donner sur 3 territoires différents, 3 régions différentes. On a une première région. Alors, ne tenez pas compte des chiffres du nombre de maisons de santé et du nombre de maisons qui sont dans l'ACI parce qu'ils sont un petit peu anciens. Ce qui est intéressant de retenir là, c'est qu'en fait, dans cette première région, l'Agence régionale de santé divise le travail d'accompagnement entre principalement l'Union régionale des professionnels de santé, médecins, qui soutient les équipes émergentes et donc avec un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens spécifiques. Et à côté, un autre contrat qui est signé avec la fédération et qui soutient elle, plutôt les équipes en activité. Et dans cette région, l'ARS a laissé progressivement la fédération gagner en légitimité et en reconnaissance pour la financer au fur et à mesure de l'acquisition de cette reconnaissance. L'ARS a accompagné l'arrivée de l'assurance maladie avec 2 réunions par an de concertation, des outils communs, et puis la mise en place d'un comité régional de suivi en 2017. La deuxième région qu'on vous présente ici se trouve assez différente parce que rapidement, l'ARS a confié l'accompagnement des maisons de santé à la fédération régionale, à la fois pour les équipes émergentes et pour les équipes en activité, qu'un très fort pourcentage des maisons de santé, qu'elles soient dans l'ACI ou pas, adhèrent aujourd'hui à la fédération, et que donc c'est en fait confié aux représentants qui exercent dans ces structures l'organisation, les échanges de pratiques, les apprentissages mutuels pour progresser. Dès 2010, un comité d'accompagnement des structures qui réunissait tous les acteurs et financeurs avait été mis en place. Et puis aujourd'hui, il y a une articulation étroite, un premier niveau entre l'ARS et la DCGDR et un autre niveau entre la caisse primaire et la fédération, et donc des articulations ensuite entre elles. La troisième région, c'est encore un autre modèle. En fait, c'est une région qui est un peu en transition, où il y avait deux régions qui avaient des politiques très différentes d'accompagnement de l'exercice regroupé. Donc une région qui était plus sur le modèle de la première et qui soutenait la structuration d'une fédération progressivement, fédération qui accompagnait les équipes désireuses de se regrouper pour fortifier le collectif. Et puis l'autre région qui avait plus pour objectif d'aménager le territoire, de lutter contre l'inégalité de répartition démographique des professionnels, et donc qui a structuré un modèle beaucoup sans faire forcément déplacer les professionnels et se regrouper dans un lieu unique, créer des projets de santé pour permettre à des professionnels en place de travailler hors les murs. Donc une autre manière finalement de penser l'exercice ou de rentrer dans l'exercice coordonné. Dès 2018, cette deuxième région, sous-région, s'était dotée d'une charte et d'un collège des financeurs. Et c'est au moment de la fusion, cette région-là qui a imposé sa politique, avec aujourd'hui donc également l'ARS, l'assurance maladie, qui rentre dans le jeu, et donc des concertations qui se mettent en place. Voilà, donc c'était important de vous montrer ces jeux d'acteurs qui en fait illustrent à la fois la variété des acteurs, des dynamiques, compliqué par cette fusion des régions, qui montre qu'il y a des alliances et des concurrences qui vont se négocier à plusieurs niveaux entre des acteurs qui ont des moyens et des stratégies politiques différentes et qui sont eux-mêmes tous en apprentissage et en changement culturel. Et ce que ça révèle principalement, c'est des tensions entre soutenir des maisons de santé, plus ou moins soutenir d'autres formes de pluriprofessionnalité sur ces territoires, et entre 2 modèles de structuration, un qui priorise la construction de l'équipe et l'autre qui priorise l'entrée par l'aménagement du territoire. Alors,
J'arrive maintenant au deuxième niveau de résultat, donc qui est sur la structuration d'une équipe. Donc nos travaux et puis des travaux d'autres chercheurs avaient montré que l'exercice pluriprofessionnel en maison de santé s'accompagne d'un choc culturel. À la fois, on passe d'un exercice individuel à un exercice collectif. On va s'intéresser plus seulement en répondant à des demandes de patients, mais à la population d'un territoire. Du coup, il y a développement de nouvelles pratiques, à la fois des nouveaux services et puis des pratiques coordonnées, de nouvelles compétences qui sont nécessaires dans ces structures, de nouveaux métiers comme les métiers de coordonnateur, et puis de nouvelles collaborations puisque l'équipe devient visible dans le territoire et peut soit être sollicitée, soit solliciter d'autres acteurs. Derrière, ce qu'on avait montré, c'est que l'engagement dans l'exercice regroupé, pluriprofessionnel, coordonné, répondait à des motivations variées. Donc vous nous avez bien dit ce matin que c'était la révolution des soins primaires. Derrière cette révolution, il y a à la fois le souhait d'améliorer la qualité des pratiques pour répondre à des besoins de patients qui sont aujourd'hui plus complexes, et puis améliorer les conditions de travail. Et ça, dans certains territoires, on voit que c'est une question de survie, de maintien d'une offre. Ensuite, cet exercice pluriprofessionnel, il est investi de différentes manières. Il y a des professionnels qui sont plutôt des bâtisseurs de la pluriprofessionnalité. C'est comme ça qu'ils se qualifient eux-mêmes, et puis d'autres qui sont des consommateurs. Et malgré tout, même si on se dit qu'il y a eu une étape de pionnier et qu'au bout de 10 ans, c'est peut-être moins des pionniers qui rentrent aujourd'hui et qui font vivre aujourd'hui les maisons de santé, ben, il nous semble quand même qu'il reste un travail d'innovation, un travail de pionnier à 2 niveaux pour faire vivre une équipe dans la durée et puis pour tisser des collaborations sur le territoire. Donc là, je voudrais vous montrer, alors très rapidement aussi, ça va être un petit peu abrupt, mais ce qu'ont vécu 4 équipes de soins primaires en retraçant à la fois leur motivation initiale, leur projet, les aléas qu'elles ont rencontrés et puis ce qui leur a permis de tenir dans le temps. Donc la première maison de santé qui est orientée sur la santé publique et la précarité, en fait, s'était donné dès les années 80, lorsqu'elle s'est créée, l'objectif d'une culture, enfin de la pluriprofessionnalité comme une culture, au service des besoins de la population locale. Et en fait, dans ces 4 ans, ils ont vécu l'échec d'un projet immobilier qui visait à travailler avec d'autres médecins, une diminution du budget lors du passage au règlement arbitral, des orientations règlement arbitral qui étaient perçues comme trop médicales par rapport au projet qu'ils proposaient, qui portait jusque-là, et puis un système d'information qui peinait à être utilisé par tous. Et ce qu'on voyait, c'est que ce qui faisait tenir l'équipe, c'était d'avoir un leader et d'avoir des valeurs partagées, c'était d'avoir une coordinatrice plusieurs successives coordinatrices qui avaient aidé à prioriser, et puis d'avoir maintenu des réunions pluriprofessionnelles qui, pour eux, étaient vraiment des temps, des espaces de réflexion sur leur pratique collective et qui donnaient du sens à ce qu'ils faisaient ensemble. Est-ce que j'ai le temps de détailler chaque maison avant de conclure ou il faut que j'aille à... Non ? Voilà, je vais sur ma synthèse alors. Voilà. Il y a un rappel de Pascal qui nous a dit. D'accord. Donc 2 minutes. Le plus important, ce que ça nous enseigne, c'est le travail sur ces 4 équipes, c'est que ce qui est fondamental, c'est la construction du collectif. C'est un collectif qui se construit autour de rencontres régulières et conviviales qui permettent à l'équipe de se créer une identité collective autour du travail pluriprofessionnel, de se connaître et de se reconnaître comme partenaire. Il y a aussi là-dedans la question de la gouvernance et de la collégialité. À un deuxième niveau, il y a cette fonction de coordination qui est valorisée par la CI et qui aide, qui a des effets structurants dans 3 des équipes et qui en a moins dans une autre, donc je n'ai pas pu vous décrire parce que le collectif lui-même n'est pas très fort et du coup la coordinatrice peine à trouver sa place. En termes du système d'information, par contre, on observe plutôt des difficultés qui sont liées aux techniques aujourd'hui existantes et puis liées peut-être à une culture de la donnée qui n'est pas très développée et donc un besoin de formation et d'accompagnement pour pouvoir mobiliser ces données de manière utile au quotidien. Donc, enseignements généraux. Pour les équipes, c'est l'importance d'arriver à la fois à prendre soin d'elles-mêmes dans le temps, et puis à s'inscrire dans un paysage en intégrant des usagers, des acteurs de soins, de prévention, du médico-social, avec finalement une sorte de tension entre ces 2 objectifs, puisque comme le temps n'est pas infini, parfois on est obligé de prioriser. Mais les 2 sont fondamentaux. Pour les fédérations régionales, il y a un enjeu qui est arrivé à consolider leur légitimité. On voit qu'elles ont une légitimité inégale selon les régions et elles sont dans une position d'interface qui est délicate puisqu'elles sont à la fois avec les institutions et avec les professionnels et elles doivent arriver à être sur ce fil entre les 2.
en soutenant les initiatives des équipes, mais en soutenant aussi l'inscription territoriale et régionale. Et pour les autres acteurs, dont les pouvoirs publics, il y a l'importance d'arriver à poursuivre ce pari qui a été fait de soutenir les dynamiques professionnelles, ce qui émergeait du terrain, et à co-construire finalement, ce qui a jusqu'à aujourd'hui produit énormément de choses, et donc à créer pour ça les conditions d'une confiance. Donc, voilà. Vous avez nos mails, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous on reviendra vers vous. Voilà.